Apparemment, il y en aurait encore 5 autres, non découvertes à l'heure actuelle. Justement, intéressons-nous à ces crânes. Selon ce que l'on raconte, ils auraient le pouvoir de nous révéler des connaissances ancestrales. Selon la légende, les crânes de cristal contiennent des images en 3 dimensions du passé, du présent et de l'avenir, et certains les auraient aperçus. On commence à voir des images holographiques avec des extraterrestres, différents paysages, des lieux, des Mayas. Une vieille légende raconte que le jour où les 13 crânes de cristal existant dans le monde seront réunis, leur pouvoir se révélera au grand jour et ils transmettront un message crucial à toute l'humanité. Pour moi, cela faisait sens. L'humanité aurait donc à étudier tous les sites sacrés afin de trouver les crânes manquants et le message caché dans chacun des monuments en question se complétera d'un autre message encore plus important. C'est effectivement ce que j'avais entrepris avec mon voyage autour du monde. Dans mon analyse de ces pyramides, une nouvelle donnée était arrivée à mon oreille. Visiblement, les pierres étaient déplacées sous forme liquide, puis ensuite moulées directement sur place, ce qui facilitait considérablement leur transport. On verse le mélange de béton calcaire dans le moule et on le tasse avec un outil appelé une dame. Notre équipe produit rapidement un calcaire réaggloméré dur et dense. Cependant, les blocs de pierre étant tous de formes et de tailles différentes les uns des autres, on comprend très vite qu'un moule avait été créé par bloc, ce qui rend le travail encore bien plus long et compliqué. Il n'y avait pas à dire, l'idée d'une technologie bien supérieure à la nôtre tombait vraiment à pic. Les Égyptiens n'avaient pas inventé la poudre à découper l'eau chaude, mais ils avaient bénéficié d'une aide non négligeable. Cette méthode semble pourtant encore aujourd'hui sujette à débat. Une autre version de l'égyptologie envisage l'art de faire léviter les blocs de pierre. L'archéologue Antoine Gigal, par exemple, nous explique que les Égyptiens savaient faire voler des objets dans les airs à l'aide d'aimants. Donc la statue devait flotter dans les airs suspendue par des aimants positionnés au plafond. Quoi qu'il en soit, face à la perfection et l'impossibilité de reproduire un tel monument, voici ce qu'en disent les archéologues officiels. Les Égyptiens n'allaient pas s'amuser à tailler en forme de cube régulier des millions et des millions de pierres, évidemment. Donc, au milieu, on comblait avec ce qu'on appelle du tout venant, des chutes de taille, des cailloux, de la pierre, du sable, n'importe quoi. Il n'y a pas de problème, on parviendrait à le faire tout aussi bien, même beaucoup mieux. Traduction. Les pyramides ne sont pas parfaites, et des extraterrestres auraient fait mieux. L'art de se remettre en question étant propre aux personnes qui ont tort, il me semblait parfaitement légitime de ne pas tenir compte de ces arguments. Comme il m'était difficile d'en savoir davantage sur les pyramides, j'entrepris de chercher les autres crânes de cristal. C'est donc en direction de la Grande Muraille de Chine que continue mon périple. Cette gigantesque frontière mesure 21 000 km, c'est-à-dire exactement 36 000 yards. Une fois encore, ce nombre 36. Ne sachant pas où se situait ce crâne, je commençais par rassembler autant d'informations que possible à son sujet. L'historien spécialisé en histoire du monde, Rock Sauquer, est on ne peut plus formel. Cette muraille est, selon la NASA, visible depuis l'espace. On se souvient que la NASA nous avait dit que la muraille était le seul monument que l'on pouvait voir depuis l'espace. Bien que n'ayant trouvé aucune trace d'un tel propos tenu par la NASA, je savais que je pouvais placer ma plus grande confiance en ce scientifique d'une renommée internationale. Explorant de mes yeux la Grande Muraille, je fus très surprise par sa courbure. En réalité, elle dessinait avec une précision surprenante la fameuse courbe de Fibonacci. Cette courbe, elle-même tracée sur le nombre d'or. J'ai donc longé la muraille dans sa totalité, espérant y trouver le fameux crâne, mais je ne vis absolument aucun crâne de cristal. Pourtant, une fois arrivé au bout, je découvris une toute autre chose, bien plus spectaculaire encore. Comme l'extrémité de la muraille se trouvait dans le pays voisin, le Pérou, je fus arrivé directement sur le Sacsayhuaman, où je découvris ce qui s'apparentait clairement à un circuit électronique. Cette découverte fut pour moi une véritable révélation. Une nouvelle optique d'interprétation de ces sites sacrés s'ouvrait alors à moi.
La muraille de Chine m'était alors apparue comme un câble électrique m'ayant acheminé au cœur d'un ordinateur dont l'échelle était planétaire. Tous les sites sacrés seraient donc autant de pièces d'un gigantesque puzzle qu'il ne me restait qu'à assembler. Cherchant un point d'union entre tous ces peuples, j'eus l'idée de m'intéresser à l'Atlantide. Beaucoup considèrent aujourd'hui ce continent perdu comme ayant abrité le peuple à l'origine de tous les autres. Une théorie, présentée par la chaîne L'Histoire corrigée, me poussa à faire des recherches sous les eaux, entre l'île de Pâques et l'Égypte, afin d'y trouver des vestiges de l'Atlantide. Enfilant mes palmes et mon tuba, j'étais prête à sonder la Méditerranée. Après plus de 3 ans de recherche, je découvris tout un ensemble de pièces d'une mystérieuse machine. À l'aide d'analyses poussées, je pus en déduire que ce mécanisme, que je baptisais arbitrairement anticitaire, pouvait prédire les éclipses et datait de l'Antiquité. Si ce fait m'avait tout d'abord semblé anecdotique, je fus très vite rattrapé par la réalité. En effet, le journaliste Patrice Pouillard me démontra très vite qu'il était absolument impossible qu'un peuple antique, qui ne regardait jamais les étoiles, ne comprenne quoi que ce soit aux réalités astronomiques. Alors le fait que ce soit pendulaire comme ça pose pas vraiment de problème. Le problème, c'est juste que tu as l'ellipse de la Lune, donc c'est pas vraiment circulaire, et puis toi, tu as des engrenages qui sont circulaires, donc c'est des mouvements constants. Or, quand tu as ton ellipse, la Lune se rapproche et elle s'éloigne, en exagérant. Ou alors, peut-être voulait-il simplement dire que les peuples antiques étaient trop bêtes pour créer un mécanisme complexe. Quoi qu'il en soit, il y avait là encore un problème qui désemparait les archéologues au dépourvu. C'est en étudiant les diverses pièces de cet appareil que je fus mise sur le chemin du photographologue Chris Dunn. Celui-ci me parla des analyses photogrammétriques très surprenantes qu'il avait pu effectuer auparavant du sphinx de Gizeh. La photogrammétrie est une science qui, selon l'école Grimaud, consiste à prendre une photo d'un objet et à en étudier les formes et la symétrie sous un seul angle. Voici les conclusions auxquelles est arrivé ce scientifique. J'ai trouvé sur le sphinx, en plus de formes géométriques extrêmement complexes, une symétrie absolue presque parfaite. De plus, si l'on effectue une symétrie axiale d'une manière précise, on découvre ce qui semble être un Bouddha diabolique à cornes qui nous fait des doigts d'honneur. La précision de ce diable bouddhiste était telle qu'il n'était pas possible de le créer sans l'aide de machines. C'est donc en espérant élucider ce mystère que je pris l'avion pour le Tibet du Népal. Mais une fois sur place seulement, je me rendis compte d'un très gros problème. Sous l'effet d'un excès d'enthousiasme, j'avais acheté ce billet d'avion sans même me préoccuper de ce que je devais trouver. Bref, peu importe. Il ne me fallut pas très longtemps lors de mon exploration touristique pour me rendre compte que le dépaysement n'était pas celui auquel je m'attendais. Des statues de pierre étaient également présentes au Tibet, conçues avec la même précision que le sphinx de Gizeh. Des momies étaient également présentes ici. Bien que je ne savais pas laquelle de ces cultures avait influencé l'autre, il était évident que l'explication la moins scientifique était celle du pur hasard. Et pourtant, une fois encore, voici ce que prétendent les historiens officiels. Sur toute la surface de la planète, il y a une seule espèce humaine, c'est l'Homo sapiens, qui depuis quelques 100 000 ans ou plus, d'ailleurs on le vieillit régulièrement, ce brave Homo sapiens, et que lorsqu'il a à résoudre un problème technique, très souvent, il trouve la même solution. Autrement dit, il serait, selon cet archéologue, dans la nature humaine, de s'intéresser à la mort. Lorsque je vis de mes yeux un moine bouddhiste en lévitation, les propos d'Antoine Gigall me revinrent en tête. Donc la statue devait flotter dans les airs suspendus par des aimants. La théorie des blocs de pierre en lévitation était un modèle scientifique fort. Bien, les pièces du puzzle commençaient à s'organiser pour me présenter un tableau mondial très cohérent. Je pris ensuite la voiture pour me rendre à Bagdad, dans le Taj Mahal. Après quelques heures de visite, je découvris une étrange jarre sur laquelle on m'apprit d'étonnantes choses. La pile de Bagdad était une petite jarre d'argile avec un bouchon en asphalte. La jarre produisait un peu plus d'1 volt d'électricité. À cette étape de ma quête, plus rien ne me surprenait. Il fallait bien une source d'énergie à cette gigantesque machine et je l'avais enfin trouvée. Bref, récapitulons ce que nous savons. 1.
Un peuple extraterrestre avait été présent sur Terre il y a fort longtemps et a provoqué l'évolution des hominidés tels que nous la connaissons. 2. L'humanité a pu profiter de sa technologie avancée pour créer des édifices que nous ne pouvons plus reconstruire actuellement. 3. Les peuples en ont profité pour rendre la Terre cubique à l'aide de pyramides et disséminer un peu partout dans le monde les pièces d'une gigantesque machine. 4. Le fonctionnement et l'utilité de cette machine ne nous sont pas connus à l'heure actuelle. 5. Les statues de l'île de Pâques regardent toutes dans une même direction lors des équinoxes, qui pourraient bien désigner l'orbite de Nibiru par exemple. Lors d'un nouveau voyage autour du monde, dans l'espoir de découvrir d'autres éléments qui auraient pu m'échapper, je fus surprise de ne plus retrouver le Saksai Waman dans le même état que lors de ma première visite. Cette fois-ci, une étrange lueur attira mon attention. Le fameux anneau ressemblait à s'y méprendre à celui de la série Stargate. Voici d'ailleurs ce que disait Jacques Grimaud au sujet des pyramides. C'est ce que j'ai appelé très tôt une métamachine. Ce processus, ceux qui l'ont conçu pouvaient allonger leur vie. C'est là où se mettait la personne qui devait profiter du traitement, bain de jouvence. Tel roi antérieur à Ménès vivait plusieurs milliers d'années. Ainsi, la série Stargate avait raison. Le but de cet anneau était certainement de nous permettre de nous enfuir lorsqu'arrivera la planète Nibiru. Cette idée, une fois encore, confirmée par l'expertise de Jacques Grimaud. Maintenant, s'il y a des clés, c'est qu'il y a des portes. Et je pense, et je vous le dis très clairement, puisque vous faites l'effort de venir, je pense que la porte la plus grande, c'est la porte céleste. C'est-à-dire comment on va pouvoir partir avant le cataclysme et revenir après, tranquillement, comme nos prédécesseurs l'ont fait. Tout ceci nous poussait à revoir une à une chacune de nos certitudes, au point que j'en perdais mes repères. Allait-on enfin considérer toutes ces découvertes audacieuses, dont la prise en compte nous oblige à sortir des sentiers battus ? Ayant déjà eu affaire à des détracteurs de ce genre de théorie, fermés d'esprit au point de ne même pas tenir compte des arguments, je ne me fais pas d'illusions quant à la manière dont sera perçu ce film. Ce travail sera certainement parodié, déformé et critiqué avec une grande injustice, et ce, sans même chercher à contre-argumenter. Mais mon but n'est aucunement de faire des adeptes. Il n'est question ici que de rétablir la vérité. Je souhaite juste ouvrir les yeux à ceux qui peuvent encore effectuer une certaine remise en question, leur faire prendre conscience de l'imminence de la catastrophe à venir afin de les y préparer. Pour cela, il vous suffit simplement d'acheter tous nos films et produits dérivés et de vous rendre à chacune de nos conférences. Car nous ne cherchons pas à faire de l'argent sur quoi que ce soit. Il est vrai que les événements à venir peuvent s'avérer particulièrement effrayants, mais dans le doute, il est de notre devoir à tous de nous y intéresser. En effet, si les peuples anciens se sont donné la peine de nous laisser de tels messages, c'est certainement parce qu'il nous est possible de nous en sortir. Nous sommes peut-être au bord du gouffre, mais nous pouvons encore faire un grand pas en avant.